Donc, l'événement d'aujourd'hui touche l'embauche prédictive. La petite histoire du projet de l'embauche prédictive, c'est qu'il y a environ 1 an et demi de cela, j'avais une affectation dans une agence du gouvernement, un employeur distinct. Et on m'avait demandé de rechercher les pratiques innovatrices et les meilleures pratiques en dotation et recrutement. Et dans le contexte de ce projet-là, j'avais interviewé une centaine d'intervenants. Et une question que je posais à tous les intervenants, c'était qu'est-ce qui est sur votre radar? À quoi portez-vous attention? Parce que vous savez que si vous ne commencez pas à faire ça dans 5 ans, vous serez plus compétitif comme employeur. Et une petite idée qui était ressortie de ces entrevues-là était l'idée de la qualité des embauches. Donc, comment qu'on définit qu'est-ce qui fait une embauche de qualité et comment la mesurer. Et ainsi que la suite naturelle de cette idée-là, qui est l'embauche prédictive. Donc, une fois qu'on sait qu'est-ce qui constitue une bonne embauche et comment la mesurer, comment peut-on s'assurer qu'à l'avenir, on embauche plus de ces gens-là? L'idée m'interpellait d'une part parce que c'est une idée qui avait été mentionnée seulement par 3 participants à mes entrevues, mais 3 participants que je considère comme étant des grands penseurs, des innovateurs en RH. Donc, j'avais définitivement pris note de qui cette idée-là venait, mais également parce que plus tôt dans ma carrière, je faisais énormément de dotations. J'étais basé à pêche et océan sur la côte ouest. Et je me souviens, chaque fois que j'administrais un processus de dotation, une question qu'on me demandait, c'était de produire un guide pour coter les réponses dans les entrevues. Et c'est une question qui me laissait un peu perplexe parce que, si je suis vraiment honnête, je n'avais aucune idée qu'est-ce qui pouvait justifier de donner une cote de niveau 5 ou 4 ou 3 ou 2 ou 1 à un élément de réponse. Parce que dans le fond, j'étais même pas certain si les questions que je posais étaient les bonnes questions à une entrevue. Et je ne savais même pas si la qualification qu'on évaluait avait vraiment une incidence sur la performance des employés ultimement. Donc, évidemment, comme la dotation était quelque chose dans lequel j'investissais énormément de temps, j'espérais que les qualifications que je mettais sur les affichages de poste étaient pertinentes, mais j'avais vraiment aucune donnée empirique pour le confirmer. Si j'avais su à l'époque ce que je sais aujourd'hui sur l'embauche prédictive, ben j'aurais utilisé les données que j'avais à ma disposition à l'époque pour tester l'hypothèse et aller chercher des preuves tangibles, à savoir si les qualifications que j'utilisais avaient une incidence sur la performance et si les outils de sélection que j'utilisais avaient une incidence sur la performance. Donc, c'est de là qu'est née l'idée de l'embauche prédictive. J'ai écrit une série de blogs, de billets que vous pouvez consulter immédiatement. Je vais taper les liens dans la fenêtre de clavardage. Comme ça, vous pourrez y référer après la présentation. Mais en gros, lorsque j'ai soumis le projet à l'École de la fonction publique, ça se voulait un projet d'expérimentation. Et ce que je voulais voir, c'était essentiellement trouver une organisation où je pourrais trouver un set de données pour un type d'emploi bien précis et déterminer, y a-t-il une relation entre les qualifications qui ont un impact sur la performance et les outils de sélection qu'on utilise dans les processus de dotation pour l'embauche, s'assurer que les outils ont un impact sur la performance. Par exemple, je vais illustrer ce qui aurait été pour moi un cas idéal. Le gouvernement opère plusieurs centres d'appel dans différents ministères et agences. Alors, je voudrais voir pour ces centres d'appel-là, les gens qu'on embauche, lorsqu'on leur administre des tests de sélection, par exemple des tests psychométriques de la Commission de la fonction publique, des tests standardisés ou des entrevues, est-ce que les gens qui performent très bien sur ces tests-là sont les mêmes personnes qui performent très bien dans le poste une fois qu'ils sont nommés? Donc, est-ce que c'est des agents de centre d'appel qui vont traiter un gros volume d'appels? Est-ce que c'est des agents de centre d'appel qui vont obtenir une haute satisfaction de la part de leurs clients? Si les gens qui performent bien dans les tests sont les mêmes que ceux qui performent très bien dans la job, c'est fantastique. On a une bonne idée que nos processus de sélection sont effectifs. Mais si ce n'est pas les mêmes gens, alors peut-être qu'il y a matière à repenser les qualifications qu'on met sur les affichages ou les outils de sélection qui sont utilisés. Pour ceux qui sont curieux, à tout début du projet, j'avais été interviewé par Todd Lyon pour ses balados Innover sur demande. Et je vous partage ici le lien. La balado est disponible en français et en anglais, mais c'est un enregistrement qui a eu lieu au tout début du projet. Avant même que je commence la recherche, la revue de littérature, qu'est-ce qu'on sait déjà sur l'embauche productive?
Donc oui, l'embauche prédictive, c'est quand même assez nouveau. Il n'y a pas beaucoup d'organisations qui le font. Et trouver de l'information sur le sujet, l'information est assez disparate. Mais il y a quand même des bonnes bases de fondement qui existent en psychologie industrielle organisationnelle. Donc, pour simplifier la tâche aux gens qui sont intéressés par l'embauche prédictive, j'ai conçu un résumé de toutes les meilleures ressources que j'ai trouvées sur le sujet. Je viens de mettre le lien ici dans la boîte dans la boîte de clavardage, mais si vous allez à la page, vous allez voir toute une longue série de ressources pour vous initier à l'embauche prédictive. Et je vais passer rapidement à travers la liste pour vous donner un peu un aperçu de ce que vous allez y trouver. Mais si vous n'avez seulement que 30 minutes à consacrer, je vous conseille la balado avec Adam Grant où il remet en question les techniques traditionnelles d'embauche telles qu'on les trouve dans la plupart des organisations. J'espère que ça va piquer votre curiosité. Mais si vous voulez vraiment être émerveillé par ce que l'embauche prédictive peut faire pour vous, le meilleur cas à étudier est probablement celui de Google. Alors, j'ai fourni une liste de ressources que vous pouvez couvrir en l'espace de 3 heures, 3 heures et demie sur Google, à commencer par le livre Work Rules de Laszlo Bock, qui a été écrit en 2016, dans lequel le recruteur principal de Google guide le lecteur à travers l'évolution de toutes les pratiques de ressources humaines chez Google, incluant la gestion de la performance et l'embauche. C'est un livre que tous les gestionnaires et cadres en RH devraient lire. Je ne saurais trop le recommander, mais si vous êtes limité dans le temps, je vous conseille de commencer par le chapitre 5 et le chapitre 7 qui traitent spécifiquement de l'embauche et de la gestion de la performance. Ce qui fait que Google est intéressant, et non seulement que ça fait des années qu'ils font de l'embauche prédictive, et donc ils ont accumulé beaucoup de données qui leur permettent d'améliorer leurs pratiques, mais également qu'ils sont parmi peut-être l'organisation qui sont la plus transparente à l'égard de leur méthode. Donc, ils ont partagé beaucoup des outils qu'ils utilisent, beaucoup de leur approche. Et j'ai partagé dans mon petit guide quelques liens vers des ressources que Google met à votre disposition, incluant des vidéos présentées par des recruteurs de Google et une balado. C'est vraiment là où je vous conseille de commencer si vous voulez avoir une idée de ce qui est possible de réaliser. Si vous disposez d'une journée supplémentaire, je vous conseille de vous initier à ce que la science connaît déjà sur l'embauche prédictive. Un bon document pour commencer est un document de recherche qui a été produit par un fonctionnaire de la fonction publique fédérale à Service Canada, Marc Delisle. Son document s'appelle Skills of the Future for a High-Performing Workforce, Evidence from Research. Il a également résumé son document de recherche dans un court blog que vous allez trouver sur JC Collab. Les deux documents se trouvent sur JC Collab. Mais ce qui est intéressant de cette méta-analyse, cette revue de littérature-là, c'est qu'elle considère les habiletés qui vont avoir un impact sur la performance dans l'avenir. Et donc, ça demande de regarder des habiletés qui sont pertinentes à travers la plupart des types d'emplois et également des habiletés qui vont demeurer pertinentes dans un horizon de 5 ans, 10 ans, 15 ans et plus. Donc, le travail de recherche de Marc Delisle est un excellent point de départ. C'est un bon travail de vulgarisation. Je vous conseille de commencer avec ça. Et dans son travail de recherche, il cite de nombreuses études scientifiques. Donc, vous n'avez pas besoin de toutes lire les études scientifiques qui ont été faites. Mais si vous êtes curieux et que vous voulez vous pencher sur une seule étude, celle qui est citée par à peu près tous les psychologues industriels organisationnels à qui j'ai parlé est le travail de Schmidt et Hunter. Je partage le lien vers leurs deux études qu'ils ont publiées, une en 1998 et la même étude reproduite quelques années plus tard, je pense en 2014 ou 2016, dans laquelle ils ont fait une méta-analyse se basant sur 85 et 100 ans de littérature sur le sujet. Et la littérature identifie déjà quelles sont les qualifications qui ont un impact sur la performance et quels sont certains des outils de sélection qui sont les meilleurs prédicteurs. Donc, en une demi-journée, vous êtes capable d'avoir une excellente base, un bon point de départ basé sur la science. Si vous disposez d'une deuxième journée, alors là, je vous fournis toute une série de vidéos pour piquer votre curiosité, mais également élargir vos horizons.
J'ai regardé honnêtement probablement une centaine de vidéos sur le sujet. Les 6 ou 7 ressources que je partage ici sont d'après moi les plus pertinentes. C'est toutes des façons légèrement différentes d'approcher l'embauche prédictive. Mais les 2 ressources les plus intéressantes sont les 2 dernières que je recommande. Je trouve que les points de vue partagés par les présentateurs sont les mieux pensés. Et ça inclut entre autres une présentation qui a été faite à l'École de la fonction publique à l'automne dernier. Donc, c'est un excellent point de départ pour commencer. La question qui se pose très souvent, cependant, c'est OK, mais comment moi je peux me lancer dans l'embauche prédictive ou commencer si je veux faire ça dans mon organisation? C'est là que je vous ai préparé un deuxième petit guide que j'ai intitulé « Ramper avant de marcher ». Je viens de mettre le lien vers le blog dans la fenêtre de clavardage. Le premier défi auquel vous allez être confronté en essayant de mettre en œuvre l'embauche prédictive, ça va être d'aller recueillir, collecter des données qui peuvent se prêter à l'analyse. Et c'est probablement ça qui va représenter la plus grosse partie du travail avant de commencer. Il y a 3 façons différentes pour amorcer l'embauche prédictive. Celle que je suggère aux organisations d'explorer en premier, c'est de regarder les données historiques que vous avez déjà à votre disposition parce que ça requiert relativement peu de travail, ça représente peu de coûts et en quelques jours ou quelques semaines ou au maximum quelques mois, vous allez être capable d'avoir déjà une bonne idée de vos pratiques antérieures, à savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et donc comment réajuster le tir et qu'est-ce qui pourrait se prêter à une expérience plus formelle dans une phase subséquente avant d'engager des investissements importants. Comment choisir quel type de poste étudier pour l'embauche prédictive? Ce que je recommanderais aux gens de faire, c'est de choisir dans l'ensemble des postes qu'on trouve dans l'organisation, quels sont les postes qui représentent un problème d'affaires important pour l'organisation. Par exemple, c'est quoi les postes qu'on retrouve dans le plus gros volume à travers l'organisation? Ou c'est quoi les postes qui représentent le plus gros niveau d'embauche à travers l'organisation? C'est quoi les postes où on trouve le plus haut taux de roulement? Donc, mois après mois, on doit embaucher continuellement pour ces postes-là parce que les gens vont ailleurs dans l'organisation. Donc, commencer par un besoin d'affaires réel, quelque chose qui crée une pression peut-être importante sur les ressources humaines, peut-être un type de poste pour lequel les gestionnaires d'embauche se sentent mal équipés, mal outillés pour faire la sélection. Mais l'idée est de commencer avec un problème réel parce que c'est ça qui va vous permettre de justifier plus facilement le business case, le cas d'affaires pour procéder avec l'embauche prédictive. Par la suite, la prochaine étape consiste à raffiner un peu la question que vous voulez explorer. Quelques questions que vous pouvez considérer seraient par exemple, dans une ère après le COVID-19 où on doit maintenant considérer ou prioriser le recrutement virtuel, où nos vieux outils de sélection sur papier ou nos entrevues en personne ne suffisent plus. Comment qu'on doit adapter nos outils et quels seraient les outils les premiers qu'on devrait convertir pour une approche virtuelle. Si vous êtes capable d'identifier les outils qui ont un impact sur la performance, ça va vous donner une bonne idée de où mettre votre investissement en premier, quels outils d'abord convertir à l'ère virtuelle pour faire votre sélection. Une autre façon, il y a beaucoup de ministères, d'agences centrales ont identifié une priorité pour réduire le temps de dotation. Quelle meilleure façon de réduire le temps de dotation que de simplement réduire le nombre de qualifications qu'on met sur un affichage de poste, mais comment savoir c'est quoi les qualifications qu'on devrait absolument conserver et celles dont on pourrait se départir. Donc, aller voir les qualifications qui ont un impact sur la performance pourrait être une hypothèse intéressante à tester. Donc, c'est quelques pistes de réflexion qui pourraient vous aider à raffiner votre question. Établir la question spécifique que vous voulez étudier va vous aider à déterminer c'est quoi les données que vous voulez aller chercher et vous assurer que vous allez savoir quoi faire avec ces données-là une fois que vous les avez entre les mains. Petite étape contre-intuitive de l'embauche prédictive, mais habituellement en dotation, on commence par établir l'énoncé de critères de mérite et ensuite on fait la sélection et ultimement, une fois que les employés sont engagés, on mesure leur rendement. Mais pour l'embauche prédictive, on doit faire la séquence contraire. On doit commencer par la fin. On doit commencer avec les données de performance en premier.
Donc, si vous identifiez un type de poste dans votre organisation qui se prêterait bien à l'embauche prédictive parce qu'il s'agit d'un besoin d'affaires important, que vous voulez identifier les quelques qualifications qui auraient un impact sur la performance, la prochaine étape serait d'identifier, donc, pour ce type d'emploi-là, quelles sont les données de performance qu'on a à notre disposition? Bien sûr, tous les ministères tiennent des données de rendement sur les évaluations annuelles, mais c'est peut-être pas la meilleure place où commencer. Ce que je vous suggère peut-être plutôt de rechercher, c'est de voir s'il y a des données relatives à la performance dans la tâche qui existent. Par exemple, si on parle d'un centre d'appel, c'est quoi le volume d'appels que l'employé traite? C'est quoi la satisfaction des clients que l'employé obtient au téléphone? Si je prends un autre type d'emploi qui se prête très bien, qui serait un bon exemple, les traducteurs. La productivité des traducteurs est établie par le nombre de mots qu'ils traduisent par minute, mais on a également des données relatives à la qualité, parce que là, chaque traduction qui est faite est évaluée par leur superviseur. Donc, c'est le genre de données qui sont objectives, qui sont idéales pour l'embauche prédictive. Donc, je vous donne quelques pistes pour identifier le type de données qui se prêterait bien à l'expérience. Dans la prochaine étape, là, vous pouvez commencer à examiner les données que vous avez au niveau du recrutement ou de l'embauche. Si vous avez des scores à des tests standardisés, par exemple, c'est idéal. Si vous avez des outils de sélection pour lesquels vous avez développé des rubriques dans lesquelles, de façon soutenue, consistante, vous êtes capable d'identifier telle réponse se traduit par telle cote dans le guide d'évaluation. Donc, tous les évaluateurs sont capables d'évaluer les mêmes comportements, les mêmes éléments de réponse de la même façon. C'est un autre type de données qui se prête très, très bien à l'embauche prédictive. Et une fois que vous avez toutes ces données-là ensemble et que vous êtes capable de les unir à travers un identificateur personnel qu'on peut anonymiser évidemment, mais qui vous permet d'identifier, voici pour cet individu ces données d'embauche et voici pour le même individu ces données de performance. Là, vous êtes capable de passer à l'étape d'analyse. Mais l'élément sur lequel je veux insister ici, c'est que cette partie-là du travail qui est de recueillir les données est vraiment le premier défi auquel vous allez être confronté. Et c'est la raison pour laquelle c'est là-dessus que je mets vraiment l'emphase dans mon petit guide. Parce que sans cet exercice de collecte de données-là, vous ne serez pas capable de passer à l'analyse. Le travail d'analyse en soi est potentiellement moins complexe que ce qu'on pourrait imaginer. Je vais partager ici un autre lien dans la boîte de clavardage, les victoires, défis et leçons apprises. Mais dans le projet, au début du projet, que j'ai exécuté, j'ai développé une démonstration de faisabilité, un petit prototype, si vous préférez. Et pour le prototype, j'avais accès à un set réel de données, les données du programme Agent Libre. Et ce n'était pas un set de données très considérable, en ce sens que j'avais seulement 107 cas à étudier. Mais pour ces 107 cas, j'avais quand même 16 qualifications pour lesquelles j'avais obtenu des données et également 8 indicateurs de rendement qui pouvaient se prêter à l'analyse. Et le travail de collecte de données, de faire le ménage dans tous les fichiers Excel, dans toutes les sources de données, a pris essentiellement une journée de travail. Mais une fois que toutes ces données avaient été colligées dans un ensemble cohérent, dans un seul fichier Excel, le travail d'analyse, lui, s'est fait en l'espace de quelques heures. Et avec les résultats de l'analyse, déjà, on pouvait commencer à représenter de façon visuelle les résultats. Donc, dans le lien que je viens de partager, vous allez trouver un lien vers une vidéo YouTube de 10 minutes qui présente les résultats du prototype. Et ça va vous donner une idée comment on peut représenter virtuellement ces liens-là. Et outre la représentation visuelle des résultats, le point sur lequel je vais insister ici, c'est que le travail d'analyse est pas si complexe que ça. Et du moment que vous connaissez, que vous le donnez entre les mains de quelqu'un qui maîtrise bien les statistiques, vous allez être capable d'obtenir des résultats intéressants. Et deuxièmement, le deuxième point sur lequel je vais insister, c'est que ça ne vous prend pas un volume énorme de données. Dans le cas que vous allez voir sur la vidéo de YouTube, on parle juste d'une centaine de points de référence, d'individus pour lesquels on avait des données, et déjà les résultats sont extrêmement évocateurs. Ce petit prototype-là a permis de démontrer visuellement qu'est-ce qui était possible
Et ça l'a permis de faire des gains appréciables pour le projet. Notamment, ça nous a permis d'être sélectionnés par l'initiative, le programme Expérimentation à l'œuvre, qui est géré au secrétaire du Conseil du Trésor. Et la beauté d'être sélectionné pour la cohorte, la deuxième cohorte d'expérimentation à l'œuvre, c'est qu'en étant sélectionné, ça me donnait accès à énormément de soutien, d'expertise technique et d'experts conseils pour mener à terme le projet. Ayant accès à cette expertise technique-là, j'ai été capable d'aller chercher l'appui de partenaires stratégiques comme à la Commission de la fonction publique, au Bureau du dirigeant principal des ressources humaines et d'impliquer ces deux organisations-là dans la gouvernance du projet. Donc, rendu là, j'ai été en train de bâtir le projet pour un maximum de crédibilité. Et je vais partager un autre lien ici dans la fenêtre. Mais vous allez trouver le petit project brief, le sommaire de projet qu'on avait présenté pour aller chercher des partenaires d'affaires qui pourraient nous donner accès à des données qui se prêteraient au projet. Cependant, l'exercice d'aller identifier des sets de données réelles qui pourraient se prêter au projet a également présenté de nombreux défis, défis que je n'ai pas encore réussi à surmonter. C'est là peut-être qu'on peut parler, je ne dirais pas d'échecs, mais définitivement d'obstacles à surmonter. Dans l'article que je partage ici sur mon groupe JC Collab, je fais état un peu de quelques constats. C'est quoi les défis auxquels vous pouvez vous attendre à être confronté dans un projet sur l'embauche prédictive? Mais définitivement, je dirais qu'on n'a pas encore développé dans la fonction publique notre aptitude face aux données. On n'a pas encore le réflexe de valoriser les données autant qu'on pourrait le faire. Et ça entraîne, il y a encore plusieurs idées préconçues qui nuisent un peu à l'utilisation qu'on pourrait faire des données. À ne savoir que parfois, on ne collecte pas les données lorsqu'on devrait le faire, ou que des fois, on a des données qui seraient très utiles pour l'analyse, mais on ne fait rien avec. Ou ne serait-ce que de déterminer qu'à la lumière des données qu'on a, on découvre que la qualité est piètre. Et de savoir que nos données ne sont pas de bonne qualité est une découverte importante en soi. À ça, on doit ajouter le défi d'essayer de démontrer pour la première fois quelque chose de neuf, quelque chose pour lequel la valeur n'a pas encore été démontrée. Donc, on est en train d'établir un précédent. Et ça, il y a toutes sortes de craintes, d'incertitudes qui viennent avec ça, qu'il faut surmonter. Et également, un projet d'innovation comme l'embauche prédictive de données, c'est pas nécessairement une priorité opérationnelle pour une organisation. On le voit présentement avec toutes les urgences, les priorités auxquelles on est confronté. Un projet d'innovation a tendance à être mis un peu de côté, à ne pas prendre préséance sur le reste. Mais au terme du travail de démarchage que j'ai fait pour le projet, ma grande conclusion, le plus gros défi qui se présente, selon moi, pour l'embauche prédictive, c'est de déterminer qui est responsable, à qui appartient le problème de l'embauche prédictive, qui a le plus à gagner en identifiant c'est quoi les qualifications qui ont un impact sur la performance, c'est quoi les outils de sélection qu'on devrait utiliser pour embaucher les gens, qui pourrait obtenir les plus grands gains, qui serait capable de fournir un accès à ce type de données-là, qui est le mieux positionné pour rendre la chose possible. Et c'est des questions auxquelles je n'ai pas les réponses et c'est des questions que j'aimerais présenter à la communauté d'innovation et peut-être la communauté des RH et la communauté d'analyse de données qui participe présentement à cet appel. C'est que j'aimerais vous soumettre quelques questions à savoir comment je pourrais procéder avec la suite du projet, comment je pourrais arriver à trouver des partenaires qui ont des sets de données qui se prêteraient bien à l'analyse et établir un précédent, un pilote, une expérimentation dont on pourrait apprendre et qu'ensuite on pourrait reproduire ailleurs dans la fonction publique.